Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Le New York Times poursuit la Commission européenne en justice parce que l'institution exécutive n'a pas divulgué les SMS échangés entre sa présidente Ursula von der Leyen et le PDG de Pfizer, Albert Bourla. Les messages pourraient faire la lumière sur les contrats d'achat de vaccins Covid-19 d'une valeur de plusieurs milliards d'euros. Le New York Times affrontera des avocats de l'UE devant la plus haute juridiction de l'Union, en faisant valoir que la Commission est légalement tenue de divulguer ces messages. Ceux-ci pourraient contenir des informations sur les contrats d'achat de doses de vaccins contre le Covid d'une valeur de plusieurs milliards d'euros conclus par l'Union. L'affaire a été déposée le 25 janvier et publiée lundi sur le registre public de la Cour de justice des communautés européennes, mais aucune information détaillée n'est encore disponible en ligne. 2 personnes informées ont confirmé les détails de l'affaire à Politico. Le New York Times a refusé de commenter l'affaire, en indiquant « Le Times dépose de nombreuses demandes de liberté d'information et maintient un dossier actif. Nous ne pouvons pas commenter pour l'instant l'objet de cette action en justice. » La Commission européenne n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. L'action en justice fait suite à une enquête du médiateur européen Emily O'Reilly, datant de janvier 2022, qui a identifié un cas de mauvaise administration dans les tentatives de la Commission de récupérer les SMS, suite à une demande d'accès public du journaliste de netspolitique.org Alexander Fanta. L'enquête du médiateur a révélé que la Commission n'a pas explicitement demandé au bureau du personnel de la présidente de rechercher les SMS. En réponse, la commissaire européenne aux valeurs et à la transparence Vera Jourova a affirmé que les SMS auraient pu être supprimés en raison de leur nature éphémère et de courte durée. Le quotidien allemand Bild a précédemment intenté une série de poursuites contre la Commission afin d'obtenir la divulgation de documents relatifs aux négociations d'achat des vaccins Covid-19 fabriqués par Pfizer, BioNTech et AstraZeneca. Bien que plusieurs de ces requêtes aient été rejetées par les tribunaux, Bild a obtenu certains documents relatifs aux pourparlers, notamment la correspondance par courriel à partir de juin 2020. Aucune information sur les contacts antérieurs de von der Leyen avec le PDG de Pfizer, Bourla, n'a toutefois été révélée à la suite de l'action en justice de Bild. Et à Soulac-sur-Mer, l'immeuble Le Signal est voué à la démolition. Il est le symbole de la féroce érosion marine qui grignote les côtes françaises depuis quelques années. Les travaux ont démarré au début du mois et pour Adrien Privat, responsable de l'Agence française de protection des côtes, le Conservatoire du littoral, le cas de cet immeuble est représentatif du phénomène de l'érosion côtière qui se généralise depuis quelques années en France. Lorsque la résidence Le Signal a été construite à la fin des années 60 sur l'une des plus belles côtes atlantiques de France, la plage se trouvait encore à plus de 200 mètres du bâtiment. Aujourd'hui, la carcasse de l'immeuble de 80 appartements, perché sur une dune sise à quelques mètres de l'eau, est sur le point d'être démolie afin d'éviter tout risque d'effondrement. Haute de 4 étages, la résidence Le Signal avait été bâtie pour les vacanciers de Soulac-sur-Mer, à l'extrémité sud de l'estuaire de la Gironde, dans le sud-ouest de la France, une région connue pour ses larges plages d'oreilles et ses forêts de pins. Cependant, les plages de la côte ayant disparu à un rythme d'environ 2,5 à 6 mètres par an au cours des dernières décennies, l'océan éclabousse désormais de façon permanente la dune sur laquelle est perché Le Signal. En 2014, le gouvernement local a décidé de reloger les habitants du bâtiment, entamant ainsi un long processus d'expropriation, de retrait d'amiante et de raccordement aux services publics. La démolition a officiellement débuté au mois de février. Récemment, par une journée ensoleillée, des résidents et des vacanciers ont assisté à la destruction du bâtiment par une pelleteuse. Un monument de Soulac qui s'en va, quoi. Tout le monde était habitué à... Et puis voilà, ça part. De toute façon, il fallait que ça finisse comme ça avec l'océan. Certaine tristesse quand même. Soulac qui change, bon, l'évolution qui fait qu'on ne peut plus garder ces bâtiments comme ça. Les lois, différentes lois qui font qu'on est obligé de les enlever. Et puis, c'était des vues quand je connaissais des personnes qui avaient un appartement dedans. C'est vrai qu'on avait de très beaux appartements. On avait une vue magnifique sur l'océan. Et bon, maintenant, voilà, ça va faire un vide. Honnêtement, ça va faire un vide. C'est triste. Ça ne fait pas qu'interroger, ça nous met le doigt sur un phénomène, une évolution qui est bien sûr millénaire et qui existe depuis la création de la Terre. Mais là, je crois que de la période dans laquelle on est, avec
l'évolution des mers et le réchauffement climatique, il y aura de plus en plus de dégâts, y compris dans la partie nord du village. Enfin, j'espère que non. Hein. Je ne suis pas déçu, je suis âgé, donc je ne verrai peut-être pas tout ça, mais c'est très très inquiétant parce que c'est un phénomène où on s'aperçoit que ça ne peut pas s'arrêter, quoi. Adrien Privat, un responsable de l'Agence française de protection des côtes, le Conservatoire du littoral, a déclaré que le cas du Signal était représentatif d'un phénomène généralisé d'érosion côtière se déroulant depuis quelques années en France. On a un bâtiment qui est lié à la littoralisation, à l'augmentation de la pression humaine sur le littoral, donc qui a été forte dans la deuxième moitié du XXe siècle, qui se retrouve suite à la montée du niveau de la mer, à l'érosion, aux tempêtes, qui se retrouve menacée par l'érosion. Menacée à un point qu'il est impossible de rester dans ce bâtiment, sauf à envisager des solutions de protection extrêmement chères et de toute façon extrêmement impactantes pour les autres zones du littoral proche. Adrien Privat estime que quelques 50 000 résidences se devront d'être déplacées d'ici la fin du siècle en raison des phénomènes d'érosion. Jacqueline Gandouin, 90 ans, a été la dernière résidente à quitter l'immeuble en 2014. Elle vit désormais dans un appartement à l'intérieur des terres, à 2 km de la plage. C'est quand même les souvenirs heureux qui resteront. Bon, l'histoire évidemment, d'être expulsé comme ça un peu alourdi l'image, mais c'est quand même les bons souvenirs, hein. Les couchers de soleil, le lever du jour, le café sur la terrasse, il n'y avait personne, ça gênait personne, hein. Voilà. La facilité de vivre, et de vivre sans contrainte, si vous voulez. J'ai aimé le Signal parce que j'étais bien, j'avais des mois de tranquillité, des mois aussi où il y avait quand même pas mal de remue-ménage, où il y avait des gens d'un petit peu de partout. Il y avait des Allemands, il y avait des Anglais, il y avait des gens qui louaient, qui venaient passer. Alors bon, c'était sympathique. Hein. L'été, c'était très sympathique. Moi, je n'ai que de bons souvenirs, hein, si ce n'est ce problème d'érosion qui a fait qu'on a été chassés. Parce qu'on a été chassés, hein, quand même. Laetitia Rodriguez, NTD Actualité. Et le ministre britannique de la Défense a averti que les défenses de l'Europe sont vulnérables après des années de dépouillement avec des stocks de munitions épuisés. Et malgré les appels renouvelés de l'Ukraine pour des avions de chasse, il faudra peut-être des années avant qu'ils ne soient envoyés. Un reportage de Malcolm Hudson de NTD. Le ministre de la Défense Ben Wallace a déclaré que la guerre en Ukraine a mis en évidence les vulnérabilités du Royaume-Uni. Mais il affirme que ce n'est pas un problème propre au Royaume-Uni. L'Europe entière n'est pas à la hauteur. Wallace a déclaré que la défense a été vidée de sa substance au fil des décennies. La seule chose qui est essentielle ici est de s'assurer que nos forces sont prêtes et que nos forces sont modernisées. Et j'ai été très clair sur le fait que la défense a été affaiblie au cours des 30 dernières années et que nous devions y remédier. C'est pourquoi nous avons obtenu environ 18 milliards d'euros supplémentaires et une augmentation de 27 milliards d'euros en 2020 et nous allons dépenser 39 milliards d'euros pour moderniser notre armée d'ici 2032. Wallace a déclaré que les niveaux de préparation et les stocks de munitions étaient trop bas. Ces commentaires interviennent au milieu d'une dispute qu'il aurait eue avec le Trésor public avant la préparation du budget du mois prochain. Wallace ferait pression pour une augmentation de 11 milliards d'euros des dépenses de défense. Par ailleurs, le Daily Telegraph fait état d'un avertissement de la part de responsables français, selon lequel les restrictions budgétaires du Royaume-Uni en matière de défense ont suscité des inquiétudes chez les alliés de l'OTAN concernant l'état des forces armées britanniques. Et malgré l'appel lancé la semaine dernière par le président Zelensky pour obtenir des avions de combat occidentaux, Wallace a déclaré qu'il pourrait s'écouler des années avant que le Royaume-Uni ne les fournisse.
Ce sont des avions qui présentent d'énormes défis techniques. Vous ne pouvez les faire voler en 1 ou 2 semaines. Cela prendra plus de temps. Mais aussi en termes d'équipage. Une équipe a besoin de centaines d'ingénieurs et de pilotes. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire apparaître en quelques mois. Et nous n'allons pas déployer 200 membres de la Royal Air Force en Ukraine en temps de guerre. Wallace a également déclaré qu'il forme les Ukrainiens à combattre de manière plus occidentale, c'est-à-dire en utilisant moins de munitions que la manière soviétique de combattre. Il a déclaré à Times Radio que le style de combat russe ou soviétique est très lourd en munitions et qu'il ne correspond pas à la manière dont l'OTAN se bat. Le secrétaire général de l'OTAN a exhorté les membres de l'Alliance à s'engager à consacrer au moins 2% de leur revenu national à la défense. C'est un objectif que le Royaume-Uni atteint déjà. Lors du sommet, les ministres de la Défense ont également annoncé la première enveloppe de plusieurs millions d'euros du Fonds international pour l'Ukraine. Wallace a déclaré que cet ensemble d'équipements donnera un coup de pouce aux forces armées ukrainiennes et renforcera leur capacité à défendre leur pays. Malcolm Hudson, NT d'actualité, Londres. Et un organisme de surveillance a mis en garde les forces de police du Royaume-Uni contre l'utilisation d'équipements de surveillance de fabrication chinoise qui compromettent leur sécurité. Cette mise en garde intervient dans un contexte d'inquiétude croissante concernant les ballons espions chinois. Un organisme de surveillance a mis en garde les forces de police britanniques contre l'utilisation de caméras, de drones et d'autres équipements de surveillance chinois. Une enquête menée par le bureau du commissaire à la biométrie et aux caméras de surveillance a montré que les corps de police qui utilisent ces équipements sont généralement conscients des préoccupations entourant ces entreprises. 39 des 43 forces de police d'Angleterre et du Pays de Galles ont répondu à l'enquête qui a été envoyée en juin de l'année dernière. Plusieurs des personnes interrogées ont déclaré que leur système de caméra utilise des équipements fabriqués par Dahua, Hikvision, Honeywell, Huawei et Nuo. Mais ces entreprises ont suscité des inquiétudes en matière de sécurité ou d'éthique. Hikvision et Dahua figurent sur la liste noire du gouvernement américain pour des questions de cybersécurité et des droits de l'homme. Selon Fraser Sampson, commissaire aux caméras de surveillance, la menace que représentent les caméras de fabrication chinoise est plus inquiétante que celle représentée par les ballons espions chinois. Selon le Télégraphe, plus des 2/3 des drones utilisés par les forces de police au Royaume-Uni sont fabriqués par la société DJI, une autre entreprise chinoise figurant sur la liste noire du gouvernement américain. Certaines forces ont refusé de révéler les entreprises qui fournissent leurs drones. Erkin Tuniaz, gouverneur du Xinjiang dans le nord-ouest de la Chine, a annulé son projet de visite au Royaume-Uni. Cette décision intervient après que des militants ouïghours ont protesté contre sa visite lundi devant le ministère des Affaires étrangères britannique. Tuniaz a été sanctionné par les États-Unis pour de prétendues graves violations des droits de l'homme en raison de son implication dans la persécution des Ouïghours. En 2021, les députés de la Chambre des communes ont déclaré que les Ouïghours subissaient un génocide au Xinjiang. Le gouvernement, cependant, n'a pas pris cette même décision. Tuniaz aurait annulé des visites similaires à Bruxelles et à Paris. Et parlons maintenant de la propagande de masse de Pékin, qui requiert un minimum d'efforts humains. Un cabinet d'études a identifié une série de clips vidéo utilisant la technologie dite deepfake. Il s'agit de vidéos qui mettent en scène des présentateurs générés par l'intelligence artificielle. Ces présentateurs virtuels diffusent tous des messages en faveur du Parti communiste chinois ou PCC. On regarde. À première vue, on dirait des présentateurs de journaux télévisés, mais ce ne sont pas de vraies personnes. Il s'agit d'avatars hyper truqués, créés à l'aide d'une intelligence artificielle. On ne sait pas qui est derrière tout cela, mais l'année dernière, des comptes robots pro-PCC les ont envoyés sur Twitter et Facebook. C'est la première fois que nous voyons des images d'une fausse personne entièrement fictive utilisée dans le cadre d'une influence à motivation politique. Cet ensemble particulier de vidéos a été promu par une opération que nous suivons depuis 2019 et qui amplifie régulièrement les récits qui s'alignent sur les intérêts stratégiques de Pékin. Le cabinet de recherche Graphica a publié un rapport sur cette vaste campagne. Il indique notamment, je cite, que plus de vidéos ont dépeint les États-Unis sous un jour négatif que celles axées sur tout autre thème. Ces présentateurs de fausses nouvelles ont été fabriqués avec la technologie de la société britannique d'intelligence artificielle Synthesia. Cette technologie se répand rapidement dans le monde entier. Les médias d'État chinois ont même créé une équipe entière de présentateurs de journaux télévisés en IA. La prolifération des vidéos hyper truquées rend la lutte contre la désinformation dramatiquement plus difficile. Et au Portugal, une commission d'enquête sur les abus sexuels commis sur des enfants par des membres de l'Église catholique portugaise a publié un rapport.
Les membres de la commission ont déclaré qu'au moins 4800 enfants ont été victimes d'abus au cours des 70 dernières années. Ils ont ajouté que ces conclusions ne représentaient malheureusement que la partie émergée de l'iceberg. Au Portugal, un groupe d'experts s'est penché sur les abus sexuels commis sur des enfants dans l'Église catholique portugaise. Ces témoignages, comme nous l'expliquerons soigneusement, nous permettent de contacter un réseau de victimes beaucoup plus large, calculé à un nombre minimum absolu de 4815 victimes. Pour ce pédopsychiatre, ce nombre n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le comité mis en place par les évêques portugais il y a un peu plus d'1 an a examiné les cas présumés à partir de 1950. Le représentant du Vatican, Hans Zoller, a déclaré que l'Église devait s'attendre à découvrir d'autres victimes. Continuez à écouter les victimes, parce que ce ne sera pas la fin de l'histoire. Nous avons maintenant un certain nombre de personnes qui ont été écoutées, qui ont répondu au questionnaire, mais ce n'est pas la fin. Le chef de la conférence des évêques s'est excusé parce que l'Église n'a pas réussi à saisir l'ampleur du problème. C'est une blessure ouverte qui nous fait mal et nous fait honte. Nous demandons pardon à toutes les victimes, celles qui ont courageusement livré leurs témoignages, qui sont restées en silence pendant tant d'années. Les hauts responsables de l'Église portugaise avaient auparavant affirmé que seuls quelques cas s'étaient produits. Le rapport indique que les 3/4, 77% des abuseurs étaient des prêtres. Les autres auteurs étaient liés à des institutions ecclésiastiques. La plupart des abus ont eu lieu lorsque les victimes étaient en début d'adolescence. Le panel a regretté que le Vatican ait mis tant de temps à accorder l'accès aux archives de l'Église. Les évêques portugais doivent discuter du rapport lors d'une réunion extraordinaire début mars. L'Église n'a pas dit si elle avait l'intention d'indemniser les victimes. Pour Antonio Marujo, journaliste spécialisé dans les questions religieuses depuis des décennies, cette affaire est d'autant plus pertinente que le Portugal se prépare à accueillir les Journées mondiales de la jeunesse en août à Lisbonne, où le pape François est attendu. Les Journées mondiales de la jeunesse doivent être l'occasion de montrer aux jeunes que, premièrement, l'Église est prête à changer. La hiérarchie de l'Église est prête à changer les comportements. Le délai de prescription a expiré pour la plupart des cas allégués. Le panel a déclaré que seules 25 allégations ont été transmises au procureur. Et un nouveau pas vers la commercialisation des voyages spatiaux a été franchi. Axiom Space prévoit la prochaine mission d'astronautes privés vers la Station spatiale internationale. Voici qui en fera partie. La NASA et ses partenaires ont annoncé que l'ancienne astronaute de la NASA Peggy Whitson commandera le vol. John Schaffner, un homme d'affaires de Knoxville dans le Tennessee, fera office de pilote. Et 2 personnes d'Arabie Saoudite seront les spécialistes de la mission. L'équipe doit se rendre à la Station spatiale internationale, à bord d'un vaisseau spatial SpaceX Dragon. Il prévoit d'y passer 10 jours et de prendre part à un certain nombre d'activités commerciales et de sensibilisation. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 20h pour un nouveau journal. Et en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous, et de la part de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.